quel est le grand enjeu aujourd'hui? Je me souviens que le géographe Jared Diamond, à qui on doit ce livre très connu qui s'appelle Effondrement, disait quand on me demande quelle est la question la plus importante, le défi le plus grave auquel nous ayons à faire face, il répondait je crois que c'est notre tendance à penser qu'il faut choisir une question très importante, un défi très grave et le préférer à tous les autres. Et au fond, ce dont il faut nous débarrasser, c'est du sens des priorités. Alors, c'était évidemment une réponse tout à fait perturbante, mais le fait est que nous ne savons plus où donner de la catastrophe. Un cataclysme n'attend pas l'autre, et la hiérarchie entre ces cataclysmes est telle que ces derniers mois, ces dernières années, l'urgence du moment éclipse systématiquement d'autres urgences, à commencer par l'urgence climatique, que l'épidémie de Covid, puis la guerre en Europe, ont successivement repoussé aux calendes. Il y a donc à commencer par réfléchir à notre sens des priorités, au débat démocratique sur ces priorités et à la façon de les comprendre ensemble, de les prendre en écharpe ou de les attraper en même temps. Alors comment faire ? Comment faire ? De mon point de vue de philosophe, la question serait de savoir comment saisir ce qui trame le moment actuel, ce qui trame notre contemporain. Et je prends le mot de trame au sens textile du terme, c'est-à-dire quels sont les deux fils entrecroisés dont le carrefour dessine le moment où nous sommes. Pour moi, là où nous en sommes, c'est à ce moment où il nous faut hériter du XXe siècle. Il nous faut hériter du XXe siècle. Et qu'est-ce que ça veut dire, hériter du XXe siècle ? Ça veut dire hériter de deux grands problèmes, de deux grandes attitudes qui ont marqué toute la modernité. L'attitude consistant d'une part à considérer que les ressources naturelles étaient un fonds inépuisable dans lequel se servir et dont on pouvait tirer indéfiniment les moyens de notre liberté. Et puis, l'autre attitude consistait à penser qu'un certain nombre de peuples sur Terre étaient de la même façon à notre disposition pour fournir la force de travail dans des pays qui pouvaient eux-mêmes être pourvoyeurs de ressources, et que tout cela allait permettre au monde, dans son ensemble, de s'épanouir et de prospérer. La colonisation, auparavant l'esclavage, les agendas ne sont pas tout à fait les mêmes, l'extraction sont les tendances et les points aveugles dont la modernité s'est soutenue et dont on voit aujourd'hui quel problème il nous lègue. Donc, la question, c'est de savoir ce qu'on fait de ce legs. Si je veux préciser un peu, je dirais que nous sommes dans un moment tout à fait spécial de ce point de vue-là. Du point de vue de l'extraction, du point de vue de la crise écologique, nous sommes au moment où, et ça fait pas si longtemps que ça, les choses ont cessé d'être imminentes pour devenir actuelles. Je me souviens, moi, très précisément du moment où nous disions, c'était il y a peut-être 10 ans, peut-être 15, je ne sais pas, le problème avec la crise climatique, c'est qu'elle sera trop lente pour que nous en soyons vraiment conscients, pour que les démocraties y soient sensibles, que tout cela va finalement se faire dans un temps presque géologique qui n'est pas le temps du politique. Nous voyons ce qu'il en est aujourd'hui. L'imminence indéfiniment retardée est devenue une actualité brûlante au sens le plus littéral du terme. Donc d'un côté, il y a ça. Puis de l'autre côté, s'agissant de l'autre affaire, c'est-à-dire des déséquilibres nord-sud et de l'héritage, du legs colonial,
on est à un moment très particulier où la question de savoir si et comment il est possible de passer à autre chose se pose de manière particulièrement urgente, particulièrement délicate, particulièrement crispée. Il y a un texte très intéressant, qui est un très vieux texte du XVIIe siècle, qu'on doit à un philosophe du droit qui s'appelait Grotius. Grotius se demandait, dans les relations internationales, jusqu'à quel moment on peut demander réparation. Jusqu'à quel moment un pays peut demander réparation à un autre pays. Et il avait une réponse très précise, il disait jusqu'à 3 générations. Jusqu'à 3 générations, au fond, on a le droit de faire jouer dans les relations internationales la réclamation des réparations. Au-delà, ça devient trop vieux et ça met en péril la stabilité même du monde. On est au XVIIe siècle. Il dit au fond, après 3 générations, il faut passer à autre chose parce qu'on ne va pas réclamer des réparations pour ce qui s'est passé il y a 10 000 ans, etc. Je trouve ce texte captivant, je suis retombé dessus il n'y a pas très longtemps, je trouve ce texte captivant parce que je crois que nous en sommes précisément là, vis-à-vis des indépendances, vis-à-vis de la décolonisation, de la non-décolonisation, de la post-colonie. Nous en sommes à ce moment très précis, où les générations arrivantes n'ont pas connu cela, elles en ont connu les conséquences, et où elles sont enjointes de passer à autre chose. Et elles répondent, attendez, encore un peu. Attendez encore un peu, parce que qu'est-ce qu'on fait de ce dernier moment où cette question-là est sur le devant de la scène? Est-ce qu'on la fait durer indéfiniment? Est-ce qu'on considère qu'elle est close? Ben non, on est entre les deux. On est dans un moment où la question de l'héritage, du legs colonial, est d'autant plus brûlante qu'elle est presque au bord de s'effacer des mémoires humaines et des générations qui l'ont directement connue. On est donc, pardon, ma réponse est longue, on est donc dans ce moment très précis. Je demandais ce qui trame notre contemporain. Ce qui trame notre contemporain, c'est l'arrivée au présent d'un futur qu'on a longtemps cru imminent mais pas actuel. Cela nous arrive depuis le futur, et puis cela nous revient depuis le passé. Cela nous atteint depuis le passé des indépendances, de savoir ce qu'il nous faut faire encore de cette question. Voilà. Nous en sommes à nous demander ce qu'il nous faut faire déjà, et si tard, de la crise climatique, et ce qu'il nous faut faire encore, et enfin, de la question postcoloniale. Je crois qu'on est dans ce moment-là, et c'est tout sauf facile. Alors, je crois que c'est difficile pour plusieurs séries de raisons, dont les premières et les principales ne sont pas du tout philosophiques. Elles sont matérielles, elles sont économiques, elles sont capitalistiques, elles sont politiques. Je crois que de ce point de vue, ça n'est pas parce qu'on fait de la philo et qu'on s'intéresse aux idées qu'on doit croire, parce qu'on aime son cher objet, que les choses principales se déroulent au plan des idées. Je crois que un certain nombre de forces très puissantes, ont dans le monde intérêt à ce que les choses perdurent telles qu'elles sont, au prix d'ailleurs de se détruire. Je crois que la valorisation à court terme des intérêts actionnariaux, qui définit le capitalisme financier, porte à privilégier le pourcentage qui pourra être reversé cette année aux actionnaires, aux conséquences qui pourront être, dans 5 ans, celles de la stratégie suivie. Il y a des stratégies industrielles, il y a des stratégies politiques. Et de tout cela, il faut absolument tenir compte, et il faut agir à leur niveau, pour autant qu'on le puisse, parce que, en effet, ce sont là des affaires de rapport de force. Ce n'est pas un rapport de force dans lequel on est entièrement démuni, pour autant.
le capitalisme financier, le néolibéralisme, a ceci de particulier qu'il repose sur le crédit, en particulier le crédit que les entreprises peuvent avoir auprès de leurs actionnaires, auprès de leurs mandataires. Et le crédit, ça s'entend aussi au sens de la crédibilité. Donc, dans un monde fondé sur le crédit que peuvent avoir des entreprises est une chose sur laquelle on peut s'efforcer de jouer. Je pense que de ce point de vue, dénoncer, pratiquer le name and shame, alerter les bailleurs de fonds sur le comportement des entreprises, sur le caractère toxique des projets, etc., est une chose tout à fait nécessaire. Est-ce que ça suffit? J'en sais rien. Mais, voilà, pour moi, le premier frein, il est là, il est matériel, étroitement matériel, économique et politique, et il faut agir à son niveau. Ensuite, il y a la question des concepts, on va dire, et ce qui se passe au niveau des idées. Et de ce point de vue-là, on est quand même dans une drôle de position. On est quand même pris à notre propre jeu. Pendant 4 siècles, les modernes ont expliqué que le monde était devenu calculable, que les sciences nous permettaient de mettre le comportement des êtres vivants, le comportement des planètes en équation et d'en déterminer mathématiquement le cours. D'ailleurs, ça nous a inquiétés. Les romantiques, toute une série de gens, au fil de l'histoire, se sont dit « Mais non, le monde ne doit pas être calculable. Le monde, c'est cet imprévisible qui nous attend, qui nous saisit, qui nous surprend, qui nous renverse. Sachons laisser faire place, sachons laisser place à l'incalculable dans nos vies. Qu'est-ce que c'est que le monde qui serait entièrement calculable ?» Mais enfin, pendant toute l'ère moderne, les choses se sont jouées entre la prétention à calculer le cours du monde et le respect dû à l'incalculable. Et voilà que, pour la première fois peut-être, nous pouvons parfaitement calculer ce qui va se produire. Nous sommes mis collectivement, les sociétés sont mises face à la règle à calcul. On leur dit, vous savez, si vous faites ci et ça, si vous émettez tant de tonnes de carbone dans l'atmosphère, le réchauffement va être de tant de degrés. C'est une chose très simple, un ratio tout à fait simple. C'est calculable. La prévisibilité est réelle. Et, avec une ironie incroyable, nous nous rendons compte que la modernité n'était pas du tout, pas seulement, le règne du calcul, le règne de la mise en équation du monde, le règne de la machination, de la machinerie du monde. La modernité était le règne de l'imprévoyance la plus crasse, la plus extraordinairement négligente. C'est-à-dire que, au fond, c'est pas vrai. On ne calculait pas du tout, parce qu'on remettait perpétuellement au lendemain la considération des conséquences de ce que l'on faisait. Pour la première fois, voilà un frein extraordinaire. Nous nous étions habitués à plaider contre le calcul scientifique, physico-mathématique du monde, à plaider pour les droits de l'incalculable, pour les droits de l'imprévisible, pour la beauté de la surprise et la vivacité de la vie. Et voilà qu'il nous faut plaider pour le calcul, dire que ceux qui ont raison, ce sont les scientifiques, regarder et lire les rapports du GIEC, nous affronter aux chiffres et dire à tous ceux qui nous disaient « sois raisonnable et calcule », vous étiez de grands dépensiers. Vous dépensiez sans compter. Voilà. Nous croyons être dans un monde où l'on compte et nous nous apercevons que nous sommes dans un monde qui a dépensé sans compter. Il faut apprendre à calculer. Voilà une tâche pour le présent.
l'un de mes philosophes de chevet, l'un des philosophes que j'ai le plus lu et fait lire à mes élèves ou mes étudiants, c'est Spinoza, philosophe hollandais d'origine marane du XVIIe siècle, dont l'un des problèmes, il l'énonçait en reprenant la phrase du poète Ovide, qui était je vois le meilleur, je l'approuve et je fais le pire. Je vois ce qu'il faut faire, je suis d'accord et je le fais pas. On dit autrement, je sais bien mais quand même. Ce qui est la chose la plus extraordinaire du monde, c'est l'énoncé le plus effarant que la Terre ait porté, parce que si je sais bien, pourquoi quand même? Donc en effet, l'humanité a ceci de particulier, qu'elle est capable de s'aveugler elle-même sur ce qu'elle sait être par ailleurs. La réalité, c'est tout à fait juste. Comment lutter contre cela? Il y a toute une série de moyens. Ça passe par une transformation forte de la conscience collective. Ça passe par... Mais ce n'est pas impossible. Pour prendre une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais je l'aime bien, regardez la cigarette. La cigarette, je suis, moi, assez épaté de la manière dont, tout de même, la consommation de cigarettes a reflué dans les pays développés de manière importante, parce que d'un coup, à un moment, les fumeurs et les fumeuses se sont sentis moins seuls, à devoir tout seuls arrêter de fumer, à devoir opposer leur maigre force à la force effarante du produit, à la force des compagnies de tabac. On s'est senti moins seuls, on s'est senti plus soutenu, on s'est senti plus incité, on s'est senti plus regardé, et les choses ont changé. Donc, c'est un exemple qui, encore une fois, vaut ce qu'il vaut, hein, mais qui me fait dire que la transformation collective des consciences, des comportements, des habitudes, des regards, y compris dans ce qu'ils peuvent avoir d'un peu inquisiteur, hein, c'est pas très agréable d'être stigmatisé quand on est fumeur, mais porte des effets sur les comportements individuels, et qu'à ce titre-là, il n'y a pas de fatalité à rester dans ce clivage où je sais bien, mais quand même. Parce qu'il y a des manières de peser collectivement sur l'un des plateaux de cette balance-là. Voilà ce que je peux dire. On les accompagne en résistant à toute force, je pense, à la tentation ou au rêve du despotisme éclairé. C'est un vieux mythe moderne. Alors bien sûr que la modernité a promu la démocratie, les droits de l'homme, la délibération collective, toutes ces choses, mais la modernité a gardé dans le fond de sa poche, comme une tentation régulièrement caressée, l'idée que si au fond quelqu'un décidait, et si les scientifiques, les philosophes étaient les conseillers de ce prince éclairé, ben finalement ce serait quand même plus efficace. Il y a dans la conscience des modernes oui, je n'ai pas d'autre mot que celui de tentation, de croire que l'efficacité de la décision, la centralisation de la décision, la verticalité de la décision permettent de passer outre les lenteurs, les atermoiements, les hésitations, les aveuglements collectifs de la démocratie. On l'a senti par exemple encore récemment lorsque le modèle, je crois vraiment que ça a été le cas, le modèle chinois a fait un peu rêver. Pendant l'épidémie de Covid, on s'est dit, on a regardé, on s'est dit, oh, quand même, ils sont forts, c'est pas sympa ce qu'ils font quand même, fermer les appartements au chalumeau, ça se fait pas, mais après tout, à problème exceptionnel, mesure exceptionnelle, est-ce que un gouvernement autoritaire ne permettrait pas de prendre en charge
avec poigne et rapidité les problèmes de notre temps, à commencer par les problèmes écologiques. Je crois qu'il y a là une tentation terrible, d'abord parce que c'est faux, d'abord parce que les despotes ne sont pas éclairés, qu'ils ont toujours mieux à faire que de s'éclairer, qu'ils ont toujours d'autres problèmes, à commencer par celui de survivre, que d'entendre les avis éclairés de leurs conseillers, prudents, et que donc c'est pas vrai. Donc c'est pas vrai que ça marche pas, que ça produit des catastrophes. Et puis, je crois que c'est au contraire en soutenant avec discrétion, de manière dans une certaine mesure inconditionnelle, en tout cas dans ce qui concerne les choix des collectifs, la constitution et la prise en charge des problèmes par les personnes directement concernées, que les choses avancent. Autrement dit, je crois qu'il n'y a pas à choisir entre le soutien aux formes démocratiques d'action, constitution des collectifs démocratiques, et puis le soutien aux initiatives visant à préserver l'environnement, parce que c'est de cette façon que les choses avancent et que ces deux chantiers-là n'en forment qu'un. Alors, je ne crois pas avoir de propos général à tenir sur la démocratie, parce que je crois que les problèmes sont extrêmement variables, extrêmement divers, d'une situation à l'autre, d'une conjoncture à l'autre. Je pense que la démocratie est particulièrement sensible aux effets de conjoncture et que le diagnostic doit donc varier de lieu en lieu, de moment en moment, de pays en pays. Bon. Et que ce diagnostic il doit d'abord être formulé par les personnes directement concernées, qui n'est pas transposable, qui n'est pas exportable, que on sait ce qu'a donné à la fin du XXe siècle. C'était au fond le pari et le propos du mouvement néoconservateur que de considérer qu'il y avait un modèle démocratique et que celui-ci pouvait s'exporter et même s'imposer militairement dans un certain nombre de pays. On voit ce que cela a donné partout où cela a été tenté. Donc, d'une certaine façon, la démocratie, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les exigences minimales et fondamentales permettant à des êtres humains de décider eux-mêmes de leur propre destin. Ça existe, en effet. Je veux dire, ne tirons pas argument de l'idée que la démocratie, ça n'existe pas pour affirmer que les droits de l'homme sont une invention locale dont on pourrait se dispenser quand la tradition ailleurs est différente. Je crois qu'il y a des droits démocratiques, que ces droits méritent d'être promus, de telle sorte que les communautés puissent imaginer ensemble les formes institutionnelles, procédurales, qui leur permettront de décider de leur propre destin. Ça, je pense que c'est le cas. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui s'oppose à ça aujourd'hui ? Parce qu'au fond, il n'y a pas une forme de démocratie, il n'y a pas une conjoncture démocratique qui serait la même en Europe ou en Afrique, par exemple. Par contre, il y a des tendances lourdes et contradictoires qui sont réelles. Le goût de notre monde pour l'autoritarisme est une chose assez impressionnante. La manière dont du Japon à la Chine, de la Chine à l'Inde, de l'Inde aux Philippines, des Philippines à un certain nombre de pays africains, en passant par le Moyen-Orient, en remontant jusqu'à la Russie. Et vous pouvez faire ainsi le parcours d'est en ouest. Les dirigeants autoritaires se sont imposés et sont même parvenus à faire croire dans un certain nombre de cas que
la solution au mécontentement qu'ils engendraient, c'était d'être encore plus autoritaire. C'est ça qui est génial avec l'autoritarisme, c'est que quand la démocratie, quand vous n'êtes pas content de la démocratie, vous choisissez l'autoritarisme. Mais quand vous n'êtes pas content de l'autoritarisme, vous pouvez vouloir encore plus d'autoritarisme. Donc ça, c'est une tendance dont je pense qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui. Il faut rechercher les causes, les mécanismes, les moyens, y compris dans l'utilisation faite des instruments numériques, la façon dont Jair Bolsonaro s'est imposé par WhatsApp, la façon dont Xi Jinping utilise le crédit social sur les réseaux sociaux chinois. Toutes ces questions-là, oui, méritent d'être analysées. Voilà. Donc ma réponse, ce serait, il n'y a pas de diagnostic à faire sur la démocratie, mais il y a à connaître assez précisément ses adversaires. J'ai presque envie de dire que c'est l'inverse. Je me souviens que un auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Michel Foucault, avait pris part, au début des années 1970, à un certain nombre de mouvements de révolte autour des prisons françaises. Les détenus dénonçaient les conditions indignes dans lesquelles ils étaient incarcérés et à l'extérieur, un certain nombre de personnes, d'intellectuels, parmi lesquels Foucault, avaient décidé de les soutenir. Et ça a duré, ça a été assez violent, assez radical, ça a duré quelques mois. On est là en 71. Et puis 2 ans plus tard, Foucault entame la rédaction de ce qui deviendra l'un de ses grands livres, qui s'appelle « Surveiller et punir, naissance de la prison ». Et il explique à ses amis, ah bah écoutez, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire la théorie ou la non-théorie de notre pratique. Alors on se dit, c'est quand même bizarre pour un philosophe de mettre les choses cul par-dessus tête et de commencer par les choses qui se font avant de se demander ce qu'il faut faire, quel est le cadre théorique dans lequel on s'inscrit, etc. Et Foucault disait non. Ce qui s'est passé avec ce mouvement politique, ce qui s'est passé avec la mise en question des prisons, a ébranlé quelque chose dans le paysage, comme un mouvement tectonique ouvre des failles et a fait apparaître des objets pour la réflexion qui, auparavant, nous demeuraient cachés. Autrement dit, c'est la pratique collective, c'est l'action, c'est la recherche de transformation qui a dégagé le terrain, modifié le paysage pour une possible réflexion sur le sens de tout ça. Donc, contrairement à ce que, là aussi, les modernes ont souvent défendu, Auguste Comte en France disait « Science d'où prévoyance, prévoyance d'où action » au XIXe siècle. Alors, il fallait commencer par penser, ensuite on décidait ce qu'on allait faire, puis après on le faisait. Moi j'ai l'impression que c'est souvent l'inverse. Et que lorsque je participe, lorsque je prends part à un atelier qui réunit aujourd'hui des activistes sur différents types de sujets, sur les sujets climatiques par exemple, j'apprends énormément de ce qu'ils font et de ce qu'ils font apparaître en faisant ce qu'ils font. Donc, je crois que la pensée doit accompagner, s'inspirer, se nourrir des luttes pour les recharger, en quelque sorte, en concept, en instrument, mais qu'elle ne les précède pas et qu'elle n'a certainement pas à leur faire la leçon. Donc, l'intelligence collective, c'est une intelligence pratique, autant qu'une intelligence théorique ou intellectuelle ou philosophique. Alors la nuit des idées que j'ai contribué à lancer, que j'ai porté voici quelques années avec l'Institut français, valait d'abord pour son pluriel. La nuit des idées.
Parce que des idées, il y en a toujours plusieurs. Et il y a toujours plusieurs personnes et plusieurs disciplines et plusieurs registres pour les porter. Je crois que la pensée libre est une pensée qui s'exerce dans l'entrecroisement des voies, des disciplines, des médiums, des origines, des horizons. Et dans mon travail, depuis quelques années maintenant, de l'Institut français au Centre Pompidou, où je travaille aujourd'hui à la programmation vivante, mon travail, ça n'est rien d'autre que d'essayer de construire et d'imaginer des espaces, des protocoles, comme on dit dans l'art d'aujourd'hui, pour faire en sorte que cette pluralité fabrique de l'intelligence collective. Et ça, c'est un terrain d'expérimentation formidable. C'est un terrain d'expérimentation formidable que de construire des espaces de croisement, de frottement, comme deux silex fabriquent des étincelles, pour que les idées de notre temps trouvent à se renforcer, à se mélanger, à s'enrichir les unes les autres. L'inspiration réciproque est un élément clé. Je pense que la capacité à mobiliser pour soi-même des exemples, non pas simplement au sens édifiant du terme, mais un philosophe qui parle des autres qui comptent. J'aime beaucoup ce concept. Des autres qui comptent, c'est-à-dire ces personnes dont on se demande, de manière plus ou moins formulée, mais ce qu'ils feraient dans cette situation-là. Il y a une manière stérile de se demander ça. Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Il ferait rien à ma place parce que je suis seul à être à ma place. Donc c'est une arme à manier avec précaution, mais tout de même avoir été au contact d'un certain nombre de personnes, les avoir vues hésiter, les avoir vues se tromper, se reprendre, aide à projeter autour de soi différents modèles d'action possibles. Et cela débloque quelque chose. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Je pense que l'action collective aide énormément à surmonter ce qui est de l'ordre des docilités induites, des docilités apprises. Parce que tout le monde ne naît pas anticonformiste. Tout le monde ne naît pas iconoclaste. On est aussi très nombreuses et nombreux à être de bons élèves, à chercher à être, à avoir appris à être des enfants sages. On est nombreuses et nombreux à s'en vouloir, parce qu'au moment où le policier ou le médecin ou l'autorité quelconque nous a dit de faire quelque chose, on l'a fait. Puis on est sorti de la pièce et on s'est dit quand même, j'aurais pu répliquer ça. Tous ces échanges qu'on remâche la nuit en se disant c'est pas comme ça que j'aurais dû me comporter. Et ça, cette docilité apprise, cette docilité qui nous fait retarder la réponse qui nous aurait convenu, l'action collective permet de s'en rendre davantage maître ou maîtresse. Parce que lorsque une fois, deux fois, on s'est encouragé à plusieurs à ne pas être docile, c'est plus facile de le faire tout seul. Donc je pense que, là encore, la confrontation des vues, le frottement des intelligences et des courages, le fait de s'épauler est une école particulièrement essentielle. Personne que je pourrais choisir comme modèle possible, c'est le philosophe dont je parlais tout à l'heure, c'est Baruch Spinoza, qui vivait donc au XVIIe siècle à Amsterdam, qui est pour moi un modèle dans ses patiences et dans ses impatiences. Un jour,
Enfin, Spinoza est à la fois le philosophe qui a bâti un système philosophique permettant de décrire de manière extrêmement subtile, extrêmement déliée, extrêmement fine, pourquoi si souvent on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On sait ce qu'il faut faire et on fait le contraire. On se laisse dominer par tel ou tel de nos pulsions. On choisit de défendre, c'est son mot, l'esclavage comme s'il en allait de notre liberté. On se met au service du tyran, alors qu'on devrait faire le contraire. Il le décrit avec une subtilité qui n'est jamais décourageante. Parce que dans le moment même où il nous raconte tout cela, il ne nous dit pas c'est fatal, il ne nous dit pas je suis meilleur que vous. Donc, Spinoza, c'est la grande patience d'un système philosophique qui prend le temps de démonter un à un les rouages de la nature humaine pour nous expliquer avec douceur et sans jugement pourquoi nous sommes si rarement à hauteur de nous-mêmes. Et puis Spinoza, c'est celui qui un jour, lorsque la foule d'Amsterdam a lynché, littéralement lynché, les frères De Witt, qui étaient plutôt de bons dirigeants, mais les religieux fondamentalistes du coin avaient réussi à convaincre la foule qu'il fallait s'en débarrasser. Ce jour-là, Spinoza est descendu, a voulu descendre dans la rue pour placarder des affiches qui traitaient les gens des derniers des barbares. C'était en latin, Ultimi Barbarorum, la formule est restée célèbre, et ses amis ont dû le retenir à bras-le-corps pour qu'il, évidemment, évite de se mettre à ce point en danger. Et je trouve très beau, j'ai toujours trouvé très beau cet emportement, non pas, évidemment, parce que on peut y voir du courage, parce qu'on veut y voir le symbole d'un philosophe qui ne laisse pas faire, qui ne reste pas chez lui, à écrire alors que dans la rue des choses inqualifiables se passent, des choses intolérables se passent, mais on peut y voir aussi une faiblesse, une erreur, parce que tout le système de Spinoza dit qu'il ne faut pas faire comme ça, que c'est dangereux pour soi-même, que ça sert à rien, que c'est pas comme ça qu'on va convaincre les gens, etc. Mais il ne peut pas s'en empêcher. Voilà. D'une certaine manière, il ne peut pas s'empêcher, au mépris de son propre système, de s'exposer, de se mettre en danger, d'être un peu courageux aussi. Et je trouve cette dualité-là particulièrement belle. Je trouve très beau le fait que le philosophe de la grande patience, de l'explication de la nature humaine, et comme tout le monde, d'une certaine manière ça se comprend, ait été sujet à des emportements qui le reconnectaient tout soudain avec le contemporain, le politique, etc. Ça, c'est beau. Voilà une question vertigineuse. D'abord, je m'efforce de les pratiquer. J'ai longtemps vécu avec... on a tous des petits mantras. Tous et toutes des petits mantras. Pour moi, l'un des mantras, c'était une phrase de Gilles Deleuze, le philosophe Gilles Deleuze, qui disait, à titre de conseil, comme ça, n'imaginez pas qu'il faille être triste pour être militant, même si la chose que vous combattez est abominable. N'imaginez pas qu'il faille être triste pour être militant. Je trouvais ça très, très beau, d'abord parce que je suis d'un tempérament assez joyeux, et puis ensuite parce que on entendait dans cette idée-là toute l'énergie qu'il y a dans la joie, à la fois l'énergie et le refus de donner des leçons à qui que ce soit, de faire la leçon à qui que ce soit. Finalement, la tristesse nous rend sentencieux et nous porte à croire que notre tristesse nous donne une sorte de supériorité morale sur nos contemporains. Alors que quand on est joyeux, ma foi, on n'a rien d'autre pour soi que l'emportement et la capacité dont on peut embarquer les autres dans la joie collective. J'ai longtemps trouvé cette phrase magnifique. Aujourd'hui, je m'interroge parce que je me demande aujourd'hui dans quelle mesure la joie, dans quelle mesure arracher la joie au déni. Voilà.
parce que je trouve qu'on est dans un moment de l'histoire du monde où le fait de s'amuser quand même devient suspect. Voilà. Je n'oublie pas qu'on dansait aussi en France en 1940 et qu'il y a des moments particuliers de l'histoire d'un pays ou de l'histoire des sociétés où la joie devient si aimable qu'elle soit, si sincère et spontanée qu'elle soit, un tout petit peu suspecte. Alors, comment ne pas devenir des tristes cires, mais comment ne pas se faire avoir par la joie dénégatrice, la joie qui nous invite à penser à autre chose. Il y a une chanson en France, je m'en souviens tellement je la déteste, elle dit amusez-vous, foutez-vous de tout, la vie passera comme un rêve. Chanson des années 40. Bon, je suis pas d'accord. Amusez-vous, foutez-vous de tout, la vie passera comme un rêve. D'abord, j'ai pas envie que la vie passe comme un rêve, parce que j'aime bien la savourer seconde par seconde. Et puis, je crois pas que ce soit la bonne manière d'être joyeux. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos joies et comment on réclame, comment on reclaim, on revendique. C'est un mot compliqué à traduire, reclaim. Comment on revendique, comment on se réapproprie nos joies par rapport à tous ceux qui voudraient en faire des instruments pour dénier ce qui se passe. Voilà une question. On dirait que quand on est joyeux et qu'on a du désir, on ne se pose pas de questions. Moi, j'ai quand même du mal à ne pas le faire quand même. Et du coup, je place un petit point d'interrogation dans la pratique et du désir et de la joie, ce qui, d'une certaine manière, les rend encore plus intéressants.